Bonjour à tous. J'ai le plaisir de vous retrouver ici, parce que j'étais tout à l'heure pour parler de tendance et d'innovation. Donc je me présente, je suis Xavier Terlet, je suis le président du jury Cial Innovation et de la société Protéine XTC. Et j'ai l'honneur d'être avec Fabrice Pelletier, qui est le grand spécialiste de l'emballage et qui va faire avec nous un tour d'horizon de ce qu'il appelle la révolution de l'emballage. Fabrice, je te laisse te présenter, dire quelques mots. Bonjour Xavier. Ravi de te revoir. Ça fait 25 ans qu'on parle d'emballage, donc on a des cheveux blancs, hein. Donc je suis Fabrice Pelletier, effectivement, je suis designer au départ, un petit peu pionnier d'éco-conception, et j'ai écrit plusieurs ouvrages, dont le dernier qui va paraître dans un mois sur le salon de l'emballage, le salon Olforpac Emballage Paris, qui s'appelle La révolution de l'emballage. Alors c'est la suite de celui-là, qui était La révolution de l'emballage, l'émergence de nouvelles solutions. Et le nouveau s'appelle L'expérimentation des nouvelles solutions, sur lequel, vous allez voir, je montre beaucoup de choses. À vendre dans toutes les bonnes librairies et sur ton site internet. Sur le salon. Et puis en souscription, là, si vous me le demandez, il est temps, il va être en souscription pendant un mois, donc j'ai des petits bulletins. Alors la révolution de l'emballage, l'expérimentation de nouvelles solutions. Lorsque j'ai sorti, déjà en 2018, un petit ouvrage, toujours pour Olforpac, qui s'appelait « L'emballage à l'aube de sa révolution », on m'avait un peu traité de fou, ou en tout cas on m'avait dit « Fabrice, tu prends tes rêves pour des réalités », parce que j'annonçais déjà en 2018 des interdictions, des restrictions, des obligations, et je disais que la récré allait sonner et qu'il fallait se mettre au boulot. En 2020, les salons n'ont pas eu lieu, hein, le Cial, le salon de l'emballage, mais on a quand même sorti l'ouvrage qui effectivement a bien fonctionné puisqu'il s'est écoulé à plus de 4500 exemplaires. Et là, et j'expliquais déjà que la révolution de l'emballage, elle n'allait pas se faire en une seule journée, qu'elle allait se faire en plusieurs étapes. Et je donnais ces étapes, une première période, une deuxième période, une troisième période. Alors, ce n'est pas un film Harry Potter 1, 2, 3, 4. Hein, c'est vraiment parce que la révolution va se faire en plusieurs étapes. On va parler de l'étape d'aujourd'hui. Vous avez vu la couverture. D'ailleurs, ça manifeste, il paraît, dans Paris pour le climat, je crois. Et vous avez vu qu'il y a plein d'allégations. Alors, moins de plastique, allégé, recyclé, réutilisable, biosourcé, renouvelable, et j'en passe, zéro plastique, compostable. Enfin, bref, tout le monde va vous dire qu'il a la bonne solution, la solution pour sauver la planète, la solution qui est meilleure que celle des autres. Et moi, je dis qu'il n'y a pas une solution, qu'il y a plusieurs solutions. Mais tout ça, c'est effectivement le signe que l'emballage est bien en révolution, est bien en train de complètement changer et qu'il investigue différents types de solutions. Alors, Fabrice, si tu me permets, effectivement, l'emballage a toujours été une source d'innovation, hein, on le voit bien. Mais il y a quelques années, on va dire, pour les plus anciens, il y avait 70% des innovations qui étaient liées à l'emballage, mais à l'époque, on n'était pas du tout sur la transition, on n'était pas du tout sur l'écologie, pas du tout sur ces dimensions-là, mais sur de la praticité. Hein, c'était de l'ouverture facile, c'était de la petite dose, etc., qui était au contraire, je veux dire, il enrichissait les fabricants d'emballage plastique et de carton. Hein. Oui, et les marques aussi. C'est vrai qu'on en parlait beaucoup il y a quelques années. Hein. Tu disais 7 innovations sur 10, c'était en fait un changement de packaging au Cial. Hein. C'était pas du tout... et ça fait à peu près une vingtaine d'années que ça dure. Sauf qu'aujourd'hui, le problème, c'est que si le produit veut continuer à exister, et d'ailleurs, si le Cial veut continuer à exister, eh bien, il va falloir s'occuper de l'emballage. Parce que sans emballage, pas de chocolat. Sans emballage, pas de produit. Et ce n'est pas les acteurs des fruits et légumes qui vont me contredire. C'était la panique à bord. À partir du moment où on interdit, on restreint, à ce moment-là, ce n'est pas l'emballage qu'on interdit de commercialiser, c'est le produit lui-même. Parce que quand vous allez dans les allées, c'est des produits emballés qu'on voit. Et d'abord, on voit d'abord les emballages avant de voir les produits. Donc, à partir du moment où ces emballages doivent être changés, pourquoi ils doivent être changés? Parce qu'il y a des nouvelles lois, une nouvelle réglementation qui fixe des objectifs
très très clair pour les emballages. On va le voir, la stratégie 3R, parce qu'il y a le consommateur qui pousse énormément. Alors je te rassure, le consommateur, lui, il n'a pas fondamentalement changé. Il y a une chose qui a changé, c'est qu'effectivement, il a de fortes attentes, mais elles sont contradictoires. C'est que le consommateur, il ne veut pas d'emballage, il ne veut pas que ses emballages fassent de déchets, mais il veut surtout que cet emballage qu'il ne veut pas s'ouvre super bien, tienne bien dans la main, lui rende bien service, protège bien le produit. Donc en fait, il veut tout et son contraire. Mais il n'empêche que c'est lui le patron, c'est lui qui veut ça. Et aujourd'hui, il est extrêmement confronté à ces problématiques de déchets d'emballage, et il veut vraiment que ça bouge. C'est sûr que quand on interroge le consommateur, quand on travaille sur le développement de produits, la première chose qu'il nous dit, on s'est dit, je rentre de faire mes courses, la première chose que je fais, c'est de jeter une poubelle de suremballage, et je viens de la payer. Et là, il y a quelque chose qui va pas pour lui. Oui, ça revient maintenant systématiquement, et pourtant, il est content d'avoir cet emballage qui lui a servi à porter ces 6 packs de lait avec une poignée qui fait pas mal à la main. Mais arrivé à la maison, la première chose, il faut s'en débarrasser. Ensuite, vous avez, là, je vois, il y a quand même quelques jeunes, si vous voulez. Là, il y a une grosse poussée de la part des associations, des start-up sur la réutilisation de l'emballage. Moi, je dis toujours, attention, la loi AGEC, c'est la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire, avec le mot anti-gaspillage en énorme. L'emballage à usage unique est une forme de gaspillage, puisque effectivement on le jette tout de suite. Et qui plus est, s'il n'est pas recyclable ou pas recyclé, c'est juste du gaspillage de matériaux, parce qu'il va servir très peu de temps. Donc on va dépousser pour la consigne, le réemploi, le vrac, on en parlera tout à l'heure. Ensuite, vous avez les distributeurs qui s'engagent. Alors, vous avez des distributeurs qui produisent et des distributeurs qui ne produisent pas. Il n'empêche que tous les distributeurs s'engagent sur la réduction du plastique, jusqu'à dire on ne veut plus de plastique dans nos linéaires à horizon 2035-2030. Enfin, donc une pression des distributeurs vers les fabricants. Une pression des distributeurs, et qui ont tenu des engagements, parce qu'ils ont ces consommateurs qui leur disent il y a trop de plastique et il faut baisser ça. C'est vrai que un magasin de grande distribution, c'est quand même l'allée du plastique. Hein. On ne voit que ça. Et puis, vous avez aussi des industriels qui, eux, ont des philosophies environnementales complètement différentes les unes des autres. Et c'est ce qui amène toutes ces solutions. Vous avez des industriels qui vont se focuser sur le carbone, d'autres qui vont se focuser sur le zéro plastique, d'autres qui vont se focuser sur le déchet, et notamment moins de déchets de plastique ou la diminution des déchets, d'autres qui vont privilégier les agromatériaux en disant on ne veut plus de matériaux de ressources fossiles. Et en fait, il y a plein de philosophies, et ces philosophies amènent, des philosophies, je dirais, de RSE à emballage, amènent différentes solutions qui ont toutes leurs forces, mais qui ont aussi toutes leurs faiblesses. Parce qu'encore, je vous le redis, il n'y a pas la solution unique, la solution idéale. Il n'y a pas la meilleure solution. Je dis toujours qu'en matière d'emballage, il y a la solution la moins pire. Mais la moins pire en fonction de ce qu'on produit. Et puis, vous avez des visionnaires révolutionnaires engagés pour un emballage plus vertueux. Et c'est ceux que je présente dans le livre. C'est ceux qu'on va mettre un petit peu en avant, Xavier, maintenant, sur les différentes tendances de l'emballage. Dans le premier livre, et ça n'a pas changé, j'ai présenté 28 tendances sur les papiers cartons, les plastiques, les nouvelles alternatives de matériaux, le verre et les métaux. Ces 28 tendances de 2020, aujourd'hui, se différencient très clairement en 3 grands axes d'expérimentation. Et je dis bien d'expérimentation parce qu'on n'en est qu'au début de cette révolution. Et par pitié, il faut arrêter de comparer dans les réseaux sociaux, dans ce que je lis, dans ce que j'entends de certains metteurs en marché, des emballages qui ont 30 ans d'existence, 30 ans d'amélioration, à des emballages qui sont en train d'exister et qui en ont sous la godasse, mais énormément, puisqu'ils sont au début. Je rappelle toujours que, avec l'âge que j'ai vu la première bouteille en plastique et je l'ai eu entre les mains, elle pesait plus de 60 grammes. Et aujourd'hui, les bouteilles en plastique, elles pèsent une vingtaine de grammes. Donc, ne comparons pas des choses pas comparables. 3 grands axes d'expérimentation, on va voir sur les papiers cartons, sur les plastiques et sur le réemploi. Et à chaque fois, vous avez 3 grandes familles de produits. Sur les papiers et cartons, vous avez l'emballage zéro plastique,
l'emballage en carton avec moins de plastique, c'est-à-dire qu'on va mettre du carton pour mettre moins de plastique, et l'emballage avec du carton séparable. Donc il y a la première famille, ce sont ces emballages en carton zéro plastique. Ben, vous avez vu Barilla qui supprime la fenêtre de ses pattes. Hein. Elle met une grande photo. C'est pour enlever ce plastique de son emballage. Saveol n'a pas eu le choix, mais Saveol a été extrêmement précurseur, puisqu'il a devancé, ils n'ont pas pleuré, ils se sont dit oui, ça va se faire, et ils ont pris une grande longueur d'avance en amenant sur le marché bien avant le 1er janvier de cette année, qui était la date butoir, des emballages avec des formes, des fenêtres pour donc, voir. Zéro plastique, parce qu'auparavant, il y avait une fenêtre de visibilité qui était en plastique. Absolument. Et qu'on a enlevé. Ou parce que les tomates étaient dans des emballages en plastique, parce que les Waouh, par exemple, que vous avez ici, c'était quand même, ça reste pour l'instant l'emballage à usage unique, c'est-à-dire la dose individuelle en plastique, mais c'était emballé du plastique dans du plastique. Aucun intérêt. Le plastique de l'emballage primaire fait la fonction de protection. Le reste, on n'a pas besoin de plastique. J'ai ce produit-là, tu me dis ce que tu en penses. C'est un produit tous ces produits viennent de Ciel Innovation qui sont présentés sur le salon. Ça. Ici, vous avez des glaces. Vous regardez, les glaces sur le marché individuel sont emballées dans des sachets plastiques, et puis des sachets plastiques non recyclables, hein, pas des monomatériaux. Et ici, ils vont remplacer le sachet plastique par un sachet en papier sur une glace qui fait le boulot, qui fait la fonction. Les pâtes, on voit beaucoup de choses dans ce domaine. Là, on va arriver sur une autre tendance, puisqu'en fait, sans plastique, il faut le reconnaître, on ne peut pas faire de barrière, c'est-à-dire qu'on ne peut pas protéger un certain nombre de produits, tous les produits humides, tous les produits gras, le papier est hydrophobe, il n'y a pas de d'étanchéité, il n'y a pas de barrière, donc on va être obligé de mettre du plastique. Et c'est là qu'on a toute cette série d'emballages qui sont en train d'apparaître. C'est des emballages majoritairement en carton, avec moins de plastique, mais en majorité papier. Alors, ce qui est intéressant, par exemple, c'est l'exemple des crudettes. Il est intéressant parce que ça ne vous a pas échappé. Les crudettes a démarré avec un emballage à 95% de plastique. Pas de transparence. Alors, il n'y a pas que des personnes qui vivent en France ici. Ah, oui. Donc, alors, les crudettes, donc salade, vous l'avez, a démarré avec un emballage qui présentait en photo la salade. Le consommateur, qui ne voulait pas de plastique, veut pas de cet emballage parce qu'apparemment la salade, il faut qu'il la voie. Donc les crudettes revient en arrière, mais recule, comme ils me disent, pour mieux sauter, avec un emballage qui a une fenêtre en plastique et qui est constitué à 60% de papier et carton. Et ils indiquent bien ici, sachet 60% de papier craft et recyclable. Voilà. Après, Créma, eux, se contentent de la photo. Alors, ça dépend du marché. La salade, apparemment, il faut la transparence. Les bonbons, c'est une photo. Et ça marche très bien avec la photo. Donc, il faut voir en fonction de ces produits. Et vous avez tous ces mix de matériaux. Ici, du fromage en tranches, voilà, avec indiqué 70% moins de plastique ici. Des barquettes, moins 60%. Pourquoi on est dans ces moins 60, mais qui est un petit peu la limite actuelle, c'est que pour intégrer la filière de recyclage des papiers et cartons en France, il faut être composé à minima de 50% de fibres de papier, alors qu'en Belgique, c'est 85%. En Allemagne, c'est 95%. Donc, ces emballages en Allemagne, ils ne passeraient pas. Enfin, ils ne passent pas dans la filière des papiers et cartons. Mais comme je le disais, on est au début de cette révolution et il est évident que tous ces emballages que je vous montre visent le 90-95% de carton. D'ailleurs, la nouvelle boîte d'Ariel est à 95%. Et là, on est sur du 20-80 à peu près sur ce type de boîtage. Après, vous avez une autre... Alors, il n'y en a pas dans le Cial, j'en ai pas vu. C'est l'emballage en plastique, enfin l'emballage en carton avec du plastique séparable. C'est toutes ces paper bottles, c'est toutes ces nouvelles barquettes hybrides. Donc, en fait, les premiers emballages que je vous ai montrés, le papier, il est complexé avec le carton. Le plastique est complexé avec le carton. C'est-à-dire, pour faire simple, on pourrait dire qu'il est collé au carton. Alors que dans ces emballages-là,
Le plastique, il est séparable, Alors, il n'est pas collé. je t'arrête, il y en a sur le Cial, notamment ce type de produit, c'est ce qu'on appelle le skin pack. Ah ben, je ne l'ai pas vu. Alors. Ah oui, il y en a sur le mais ils ne sont pas à Cial Innovation. Ah voilà, ils ne sont pas à C'était Cial Innovation il y a 4 ans. Oui, Voilà. oui, parce que ce n'est pas nouveau. Par Voilà. contre, si je pense que j'ai vu une barquette hybride, mais ce qui est vraiment tout nouveau, c'est toutes les paper bottles, celles de Carlsberg, et c'est sur tous les marchés. Et ça, c'est vraiment le début d'une nouvelle histoire avec de la cellulose. La paper bottle est commercialisée. Alors, la paper bottle, aujourd'hui, celle de Carlsberg, elle a été produite à 8000 exemplaires pour essayer. Mais si tu prends, par exemple, le mix buffet, qui est une emballe, qui est une salade, donc dans un bol... Non, mix buffet, c'est celui-là. Dans un bol en cellulose moulée. Le bol est en cellulose moulée sans le moindre gramme de plastique et c'est filmé et ça tient 15 jours sans problème. En fait, c'est aujourd'hui, si vous voulez, la philosophie, c'est d'adapter sa barrière, d'adapter son besoin fonctionnel aux besoins de protection du produit. Donc, ça veut dire plein de choses, et on va le voir tout à l'heure. Ça veut dire qu'avant, on faisait qui peut le plus, peut le moins. C'est-à-dire qu'on balançait tout dans du PET. Globalement, ça revient à prendre une fusée Ariane pour aller faire ses courses au bout de la route. C'est ce qu'on faisait. Comme ça, on risquait rien. On avait, même si on avait besoin d'une salade et qu'on allait la boulotter dans la demi-heure ou dans l'heure qu'on prenait en bas de chez soi pour la manger dans son bureau, on te mettait ça dans un emballage en PET qui pouvait permettre de conserver c'est du polyéthylène terephthalate. C'est comme les bouteilles en plastique, c'est le plastique transparent, translucide, mais qui a des propriétés complètement géniales. Mais enfin, ça ne me viendrait pas à l'idée de prendre un hélicoptère pour aller là, pour aller prendre mon RER. Mais c'est un petit peu ça qu'on faisait en emballage. C'est-à-dire que moi, on serait venu me chercher en hélicoptère, on me fait monter, on met l'itreuil et jusqu'au RER pour rentrer chez moi. Parce que ça faisait bien. Voilà. Non, mais donc, c'est en train de changer. Après, vous avez les plastiques, et les plastiques sont en train, eux aussi, de beaucoup bouger, avec l'emballage en plastique simplifié recyclable, l'emballage en plastique recyclé et l'emballage en plastique issu de la biomasse et de ressources végétales. Alors là, on a vu, on a des choses qui existent là. Qu'est-ce que l'emballage simplifié ? C'est de mettre le moins possible de matériaux d'emballage et le moins possible de pièces dans ton emballage. Quand on voit que Nivea est capable de faire exactement la même fonctionnalité d'usage, voire mieux parce que c'est plus squeezable avec 50% de plastique, on se demande pourquoi ça n'a pas été fait avant. Pourquoi on a besoin de flacons avec 50% de plus de plastique? Ça, c'est des innovations comme le tube d'Elgidium qui sont en fait des emballages souples mais qui ont les mêmes finalement fonctionnalités de versage que des flacons, qui en plus permettent un taux de restitution maximum puisqu'on peut aller jusqu'à la dernière. Et ça tient debout de la même manière. Ça tient debout. Et voilà. Puis il y a toute cette volonté de faire ces emballages aussi en monomatériaux, c'est-à-dire en monorésine, pour les rendre recyclables. Parce que tout ce qui n'est pas en monomatériaux, c'est-à-dire tout ce qui est des composites de résine, du polyéthylène plus du PET plus de... Et qu'on ne peut pas séparer. Ce n'est pas séparable en recyclage mécanique et donc pas recyclable. Donc ça, c'est la tendance du plastique simplifié. Il y a beaucoup de choses. Et puis après, et c'est ce qui est rigolo, c'est peut-être ce qui est rigolo aussi par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure. C'est à l'innovation emballage. C'est à l'innovation. Ce qui est rigolo déjà, c'est de voir que Pepsi Cola, Tropicana ne vendent plus leur marque, mais ils nous vendent du 100% recyclé. C'est-à-dire que là, on n'est même plus arrivé à je te vends mon produit, je te vends mon emballage et je te vends mon emballage recyclé. La marque, elle arrive au deuxième niveau. Quand on voit que le seul grand cru cassé de rosé galoupé de chez LVMH passe en bouteille recyclée grisâtre, comme celle-ci, on peut se poser un certain nombre de questions sur ce qui est en train de se passer. Et puis, vous avez aussi c'est Yves Rocher, LSDH avec Carrefour et avec une autre marque, ou alors WC-Net qui assume la couleur du plastique recyclé. Parce que le plastique recyclé, il n'a pas la même tronche que le plastique vierge. Le PET, il n'est pas aussi cristallin et la vraie couleur, je dis que le vert, le gris, c'est le nouveau vert. Il est comme ça. Alors, vous avez deux bouteilles, d'ailleurs. Ce qui est intéressant, c'est celle de gauche ou celle de droite. La claire, elle a 50%.
et celle-là, elle a 100%. Voilà. Si à Pour dire aussi pour les personnes étrangères qui nous écoutent, qui ne vivent pas en France, le code du lait en France, les bouteilles sont blanches, normalement. Alors, voilà. alors j'ai interrogé tout le monde parce que dans mon livre, il y a tous les metteurs en marché, tu as vu, on parlait. Carrefour reconnaît que la bouteille 50% fonctionne mieux que celle-là. Encore une fois, je vous dis, le consommateur, il veut du recyclé parce que pour le consommateur, vous savez ce que c'est à 93%, un emballage respectueux de l'environnement, c'est un emballage recyclable. Et la deuxième truc, c'est un emballage qui contient de la matière recyclée, 100%. Il l'adore, il le veut, il le demande, il ne l'achète pas forcément. C'est normal, on est tous pareils. Alors, ce qui est intéressant aussi, tiens, prends-moi la barquette, et puis ça aussi, les deux. Là, on est dans le recyclé. Vous voyez, une bouteille en polyéthylène recyclé, vous verrez, elle est légèrement grisâtre, mais bon, ça fait le job, 100% recyclé. Et là, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on commence à avoir d'autres matériaux. Là, c'est du polypropylène recyclé. Je pense en recyclage chimique, c'est-à-dire en masse balance, mais on voit commencer à arriver du polypropylène recyclé. Voilà, comme on a du polyéthylène recyclé ou des films, mais par le procédé masse balance, je ne vais pas m'étendre là-dessus, c'est un peu compliqué. Si les gens veulent des précisions, ils viendront me voir tout à l'heure, parce que j'avance. Ensuite, vous avez l'emballage issu de la biomasse, c'est-à-dire tous les plastiques d'origine, alors pour faire simple, on va dire d'origine végétale, mais c'est la biomasse, ça peut être animal, ça peut être tout ce qui est renouvelable. On appelle le bioplastique. Oui, mais le bioplastique, pour la plupart, c'est des plastiques conventionnels. C'est du polyéthylène, c'est du polypropylène chez Léa Nature, et c'est exactement le même matériau, sauf qu'il est fait à partir de ressources renouvelables. Après, vous avez d'autres types de matériaux, des PLA. Je ne sais pas si tu as vu la tête de la bouteille. C'est du c'est toi l'expert. Polyéthylène lactique. C'est fait à partir d'amidon de maïs. Mais écoutez, allez voir la bouteille, les 2 bouteilles d'eau que tu as mis dans Cial Innovation. Botero, il ne faisait pas mieux en termes de sculpture. Je pense qu'elles sont là depuis 2 jours. Avec les lumières, elles ont pris des formes. Elles ne ressemblent plus du tout à ce qui est sorti. Pourquoi? Parce que tout matériau biodégradable se dégrade à partir du moment où il est fabriqué et se dégrade dans des conditions d'hygrométrie et de température. Visiblement, ta vitrine est un super composteur industriel. Va voir ta bouteille, tu vas voir. Oui, on en a pour 5 jours. Hein. Ah ben, elle ne va pas tenir 5 jours, elle va exploser avant. Vraiment, va voir la tête qu'elle a, elle est étonnante. Alors, il y a encore d'autres choses. Hein. Il y a encore d'autres choses, c'est la réutilisation et le réemploi. Alors, je vais aller vite là-dessus. Vite, mais c'est quand même intéressant parce que c'est des choses anciennes qui reviennent. Oui, c'est pas grave. C'est des choses anciennes qui reviennent, la consigne. Alors, on va aller sur 2 choses. Ouais, on va aller sur la réutilisation, le réemploi, et là, vous avez 3 grandes tendances, c'est l'emballage rechargeable avec des recharges, l'emballage réemployable en conditions industrielles, qui est là, on va en parler, et l'emballage et le contenant réutilisable pour la vente en vrac. C'est 2 choses différentes. La recharge, c'est quoi? C'est que de plus en plus, si vous voulez, les metteurs en marché qui font du liquide ou qui font des produits secs se disent que finalement un sachet va faire l'affaire pour remplir. Donc on voit Nesquik qui l'avait fait avec sa recharge en papier. On voit Carte Noire. Et puis il y en a beaucoup dans les produits cosmétiques et les civiels pour recharger. Alors ce qui est intéressant aussi là-dedans, c'est que, et c'est là qu'on va arriver à tout l'intérêt de bien comprendre que je ne suis pas spécialiste de l'emballage et tu n'es pas complètement spécialiste de l'innovation. Nous sommes des spécialistes du produit emballé. C'est complètement différent. C'est-à-dire que pour diminuer l'emballage, ce n'est pas uniquement en faisant les zizi pampans que je vous ai montré tout à l'heure, qui certes l'améliorent, mais ça va être aussi en revoyant le produit, notamment en concentrant les formules, et on le voit bien là, c'est-à-dire pour des produits qui ont à peu près la même fonctionnalité, on peut diviser par, là on est plus 70%, on descend à des 90, des 95% de taille et de forme d'emballage, puisqu'on a dilué. N'oublions pas que la moitié des produits qui sont commercialisés dans des emballages, c'est de l'eau, c'est de la flotte.
avec de la poudre de perlimpinpin, mais de la flotte. Et donc, il faut enlever cette eau. Et cette eau, elle va te permettre d'abord d'avoir moins d'emballage, c'est-à-dire de concentrer les formules, et aussi donc moins de logistique, moins de choses. Et donc, la révolution de l'emballage, je dis souvent, elle passe aussi par la révolution des produits. Alors, c'est intéressant, mais est-ce que tu peux revenir à la slide précédente? Oui. Où il y a un effet pervers à ce type de recharge, c'est que parfois, et très souvent même, la recharge qui se veut écologique n'est pas économique parce qu'elle est plus chère que le produit d'origine. Alors ça, c'est vrai, je l'avais souligné plusieurs fois, mais alors je vais te dire, en haut, c'est des recharges, en bas, ça n'en est pas. Pourquoi? Parce que déjà, la loi demande qu'une recharge n'ait pas la fonctionnalité d'usage d'un produit. Donc à partir du moment où tu mets un bouchon sur une recharge, comme c'est sur ces doigts Pâques, et que tu peux l'utiliser sous ta douche, ce n'est pas une recharge. Juridiquement, ce n'est plus une recharge. En haut, on est dans des recharges, mais je crois que les efforts sont faits aujourd'hui. Et tous ces produits, je les achète, je ne me les fais pas donner. Et on est aujourd'hui dans des recharges qui fonctionnent. Et après, on a ce que tu montrais, c'est le réemploi en conditions industrielles. Alors, qu'est-ce que le réemploi en conditions industrielles? Ça va être d'emballer ce jus d'orange dans un bocal fraîcheur et que ce bocal fraîcheur puisse être récupéré, nettoyé, relivré chez Cœur de Pomme et soit rempli à nouveau. Alors, on revient à des systèmes très anciens, parce que la consigne, on connaissait. Alors, ce produit, juste un mot sur ce produit qui est si à l'innovation. Pourquoi? Parce que les Jardins de l'Orberie, qui a lancé ce produit, a passé un deal avec une start-up qui fait de la livraison. Et on peut commander son jus d'orange ou son jus de pomme le matin. On vient nous le rechercher pour la semaine. Et ce test fonctionne à merveille sur l'île aujourd'hui. Absolument. Le réemploi aujourd'hui, il faut dire ce qu'est, c'est effectivement local, avec des petites boucles locales. Il se trouve que je connais très très bien cette entreprise, puisque cette entreprise travaille aussi avec moi et Citeo, puisque j'ai à charge avec Citeo. La loi AGEC a demandé aux éco-organismes de mettre en place un système mutualisé d'emballage réemployable au niveau national. Et là, on parle de boucle nationale sur lequel nous sommes en train de travailler. Et le réemploi sur lequel nous travaillons et les boucles et la manière dont ça va se passer, ça n'a rien à voir avec les années 70. Parce qu'en 70, tu te souviens, on n'avait pas d'ordinateur. Voilà. Et moi, je m'achetais mes carambars avec la bouteille étoilée, mes premiers. Donc, on n'avait pas ça. Et non, on est sur un réemploi qui a une toute autre tête. Et puis après, on va finir par le vrac, les contenants réutilisables au vrac. Et là aussi, c'est en train de se mettre en place. Ça doit aussi s'améliorer parce qu'aujourd'hui, c'est essentiellement des emballages à usage unique qu'on réutilise pour le vrac. Et tout ça est en train d'être travaillé. Et là, on est vraiment au début, et je dis que la révolution, la grande révolution, elle est là. Écoutez, si vous voulez voir tout ce qui se passe, j'ai sélectionné 101 emballages qui font la révolution, qui sont passés à la loupe. Ces 101 emballages, vous les verrez dans une exposition, tu les verras, puisque je t'invite à... Ah, c'est gentil, ça. Je te donne le retour. Tu m'as invité au CIAL, je t'invite au salon All for Pack Emballage Paris pour te présenter ces 101 solutions. 101 solutions d'emballage passées à la loupe dans ces grandes tendances. Et puis, je voulais qu'on parle quand même... sans doute l'innovation de l'année, de la décennie, peut-être même de plus. Qui me semble être et qui reflète complètement ce que je vous disais. C'est en changeant le produit qu'on changera l'emballage. Ici, un merveilleux exemple avec Royal Café. 9 cafés dans cette petite boîte. Regardez comment on met 9 cafés dans les autres boîtes. Vous verrez, vous comprendrez qu'on est complètement ailleurs. Il n'y a pas d'aluminium, il n'y a rien. Voilà. C'est suisse, ça vient de sortir le mois dernier en Suisse par Café Royal et l'enseigne Migros, pour ceux qui connaissent la Suisse. Ça aussi, c'est intéressant pour faire... voilà, on voit qu'on peut faire finalement des bouteilles d'eau gazeuse sans avoir besoin d'une grosse bonbonne. C'était déjà un avantage, la bonbonne de SodaStream. Mais vous voyez, ça, en fait, c'est 3 litres a priori. Voilà, donc on n'a pas de plastique parce qu'il n'y a pas de bouteille en plastique. Zéro carton. Et l'emballage est complètement en carton et en papier. Donc ça bouge. Voilà, ce produit aussi, quand même, un mot sur ce produit, ce sont donc des petites boules de café, je fais très vite, petites boules de café enrobées d'une petite couverture, on va dire, de gélatine à base d'algues, c'est-à-dire que ça tue complètement le modèle économique de Nespresso et de Nestlé.
Voilà. On ne sait pas où ça C'est ira, une mais en tout vraie cas, révolution c'est sur le intéressant. produit. C'est vraiment une autre manière de penser le produit. Et en ça, c'est une vraie révolution. Et voilà un couple produit-emballage qui montre ce que sera peut-être notre consommation de demain. Je vous remercie. Merci à vous. N'hésitez pas à me demander pour souscrire, comme ça vous l'aurez moins cher que sur le salon. Merci à vous.